il est clair qu'il y a un suivi plus particulier des étudiants dans notre faculté. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'organisation des études et les débouchés professionnels en lettres, langues et sciences humaines. Je m'appelle Annelise Jumin-Lamour, je suis doyen de la faculté de lettres, langues et sciences humaines. Et donc, vous présenter à la fois les études universitaires, ma faculté plus précisément dans ses études en langue, lettres et sciences humaines, et également les débouchés et quelques résultats sur les enquêtes d'insertion qui peuvent exister et les chiffres que nous pouvons avoir dans cette faculté. Alors, en introduction, tout d'abord, vous le savez sans doute, mais un petit rappel qui permet de bien situer mon propos. L'organisation des études à l'université se fait d'abord par la licence, où on peut rentrer en licence 1 via un baccalauréat ou une équivalence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le DAE, mais on peut rentrer également au niveau L2 ou L3 après un BTS, un DUT ou une classe préparatoire. Il y a également ce qu'on appelle les licences pro professionnelles, et je vous en parlerai tout à l'heure. On peut ensuite poursuivre en master, master 1, master 2, et éventuellement en doctorat si on souhaite soit travailler en entreprise, soit dans la recherche proprement dite, la recherche fondamentale. Sachant que ces 3 niveaux permettent des séjours à l'étranger, permettent également des stages, plus spécifiquement au niveau L3 et master, et qu'enfin, en termes d'insertion professionnelle, ça correspond à 3 niveaux, cadre B, cadre A et cadre supérieur. J'attire également votre attention à cette époque des salons d'orientation et des salons sur les études, qu'il peut y avoir parfois ce que moi j'appelle des arnaques. En effet, faites attention aux contrefaçons. La faculté de lettres, langues, sciences humaines, et comme toute université, délivre des diplômes nationaux. Licence, master, doctorat, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des DUST, mais qui sont délivrés par des établissements accrédités par l'État, qui confèrent des grades, alors de licence, de master, etc., qui a la même valeur partout en France et qui est reconnu dans des conventions à l'étranger, à l'international, et les droits d'inscription sont fixés par l'État. Malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup d'officines privées qui vous proposent des bachelors, des BTTS, des MBA, des masters RE, avec un E à la fin, qui sont des certifications propres à un établissement, qui ne confèrent pas de grade national ou international, et dont les droits d'inscription sont fixés par l'établissement et sont parfois fort onéreux. Je vous rappelle qu'une licence, les frais et les droits d'inscription en licence sont de l'ordre de 180 € et en master de l'ordre de 250 €. C'est un prix fixé par l'État et qui ne préjuge en rien de la qualité du diplôme, mais en revanche, ce qui accrédite le diplôme, c'est qu'on est régulièrement évalué et que les enseignants qui sont dans ces formations et qui participent à ces formations sont des enseignants-chercheurs formés, sélectionnés. Donc, vous avez une assurance de qualité, indépendamment du prix. Et ça, c'est important de le dire, je pense, sans préambule. Alors, passer du lycée à l'université, c'est une vraie aventure. Et il y a à noter une organisation différente. Au lieu d'avoir 3 trimestres, vous aurez 2 semestres avec des cours à choix. Donc, une plus grande flexibilité qu'au lycée, même si aujourd'hui, vous avez à choisir des spécialisations et quelque chose d'un peu plus flexible qu'auparavant. Là, vous verrez qu'à l'université, les parcours sont beaucoup plus flexibles encore et je vous présenterai quelques-unes de ces flexibilités. Et puis, dans chaque enseignement, on a un contrôle continu qui est intégral en première année. Et à partir de la L1, c'est complété par un partiel en fin de semestre, euh, tous les ans et à la fin de chaque semestre. Vous avez donc des heures de cours et des heures de TD qui se complètent la plupart du temps. Et la très grande différence avec le lycée, c'est que vous aurez moins d'heures de cours, mais certes pour profiter d'une vie étudiante avec des engagements possibles dans les instances de l'université, dans des associations, ou tout simplement dans une vie de campus. Mais s'il y a moins d'heures de cours, c'est aussi parce que cela suppose du travail personnel de votre part et de l'autonomie.
Alors, quels sont les repères, une fois posés ces grands ensembles, et ce qui est vrai finalement, ce que je viens de vous dire peut être vrai pour n'importe quelle université. Je vais vous parler plus précisément, dans le cadre de ces journées portes ouvertes, donc de la faculté ou de l'UFR, l'unité de formation et de recherche, c'est la même chose, de lettres, langues et sciences humaines de l'université Paris-Est Créteil. Alors, cette faculté regroupe 5000 étudiants, c'est-à-dire à peu près 12% des étudiants de l'UPEC. Et ces 5000 étudiants sont encadrés par 200 personnels environ, titulaires, auxquels se rajoutent 250 intervenants. Parmi ces personnels titulaires, vous avez 160 enseignants, enseignants-chercheurs, lecteurs, donc des gens dûment recrutés, sélectionnés pour leurs compétences et leurs qualités, et 35 personnels administratifs tout aussi compétents, dont 2 tiers sont sur des missions d'appui pédagogique. On bénéficie aussi d'un BDE, c'est un bureau des étudiants, et d'un tutorat étudiant. Il y a donc un véritable accompagnement et un suivi extrêmement précis. Et par rapport à d'autres facultés en Île-de-France, sur la place de Paris, il est clair qu'il y a un suivi plus particulier des étudiants dans notre faculté et un encadrement relativement serré et qui permet finalement d'accompagner les étudiants dans leur parcours. Nous sommes sur 2 sites principaux, alors que malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas visiter, ce qui est pourtant normalement le propre des journées portes ouvertes, d'où le fait que par rapport à d'habitude, on a mis peut-être un peu plus de photos de locaux. Donc, à la fois le centre multidisciplinaire de Créteil, qu'on appelle aujourd'hui Campus Centre, qui se trouve ici et dont vous avez une photo juste à côté, donc avec le grand escalier, vous voyez un petit bout du restaurant universitaire derrière. Et puis un deuxième site principal sur ce qu'on appelle le Mel des Mèches, qui est juste à côté du métro. Et vous voyez que ces 2 sites sont distants de 5 minutes à pied, qu'on appelle le Mel des Mèches, et qui est un charmant petit chemin bordé de beaucoup de verdure et beaucoup de fleurs. Nous avons un troisième site plus spécifique, où pour l'instant, nous n'avons que la mention LEA, donc un département de langue étrangère appliquée sur le site de Sénart en Seine-et-Marne. Cela dit, si vous venez de la Seine-et-Marne, ça peut être plus intéressant pour vous que les sites de Créteil. C'est aussi un environnement de travail agréable avec des salles de classe qui ressemblent sans doute à celles que vous avez vues au lycée, avec néanmoins un vidéoprojecteur, une sonorisation dans toutes les salles. C'est aussi des salles informatiques, là aussi vous en avez sans doute vu au lycée. Il y a la spécificité aussi des universités, ce qu'on appelle les amphis, et vous voyez donc là l'un de nos plus grands amphis, et vous n'en voyez qu'une toute petite partie. Alors certes, ces amphis sont traditionnels, mais vous voyez qu'à l'UPEC, ils ont été beaucoup rénovés, puisqu'on a des systèmes de projection, y compris sur des écrans sur le côté. Donc, ce ne sont plus des amphithéâtres comme au 19e siècle, on est bien rentré dans le 21e siècle. Et puis l'université, ce n'est pas que des salles de classe ou des amphis, c'est aussi des petites salles de séminaires. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, et grâce à notre taux d'encadrement, on a aussi des petits groupes à la faculté, et donc des salles plutôt en U, et vous voyez des salles de séminaire avec des bibliothèques, donc peut-être moins courantes dans les lycées qu'à l'université. Et vous voyez des locaux rénovés et parfaitement ergonomiques et également connectés au numérique. Alors, nos formations. Nos formations se déclinent en 2 domaines, les arts, lettres et langues, et les sciences humaines et sociales, donc AAL et SHS. À l'intérieur de ces 2 grands domaines, vous avez ce qu'on appelle des mentions. Alors, nous avons 6 mentions de licence. Dans le domaine AL, LLCER, c'est langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Vous connaissez sans doute mieux une licence d'anglais, une licence d'espagnol, une licence d'allemand. Vous avez également langue étrangère appliquée avec anglais, espagnol et anglais, allemand. Je rappelle quand même que pour toutes ces filières, il est indispensable d'avoir étudié ces langues auparavant au lycée. Ce ne sont pas des filières où on apprend, où on débute ces langues. C'est des filières où, en LLCER, on fait de la littérature et de la civilisation dans ces langues-là, anglais, espagnol, allemand. Et en LEA, cela suppose d'avoir fait et de l'anglais et de l'espagnol, ou et de l'anglais et de l'allemand. Et puis, nous avons aussi une licence de lettres modernes,
dans le domaine AR. Dans le domaine SHS, une licence d'histoire, une licence de géographie, une licence de philosophie. Mais une fois qu'on a dit les mentions, en fait, à l'intérieur encore, vous avez des parcours. Et ces parcours, nous en avons 24 à l'intérieur des mentions, qui fait que vous pouvez, une fois que vous avez fait un choix d'une discipline, vous pouvez, à l'intérieur de cette discipline, encore prendre des options, faire des choix qui permettent de personnaliser encore un petit peu plus votre parcours. Et puis, nous avons aussi des doubles licences et des parcours d'accès aux études de santé. Je vais en parler un peu plus précisément par la suite, puisque c'est quand même assez spécifique. On a, alors là, je vais aller plus rapidement, puisque vous êtes sans doute d'abord intéressé par les licences, mais quand on se pose la question de quelle licence choisir, il faut voir aussi quelle est la perspective et ce qu'on peut faire par la suite. Donc, nous avons 2 licences professionnelles donc, qui se placent au niveau équivalent L3, métier de la communication et métier de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui sont toutes les 2 en alternance et qui visent une insertion professionnelle rapide. Nous avons également des masters déclinés dans les mentions qui correspondent à la licence. Autrement dit, si vous commencez une licence dans notre faculté, vous êtes assuré d'avoir le master qui correspond. Donc des masters en LCER, en LEA, en lettres, en histoire, géographie, philosophie, mais aussi communication, qui se rajoutent par rapport aux mentions de licence. Et vous allez voir pourquoi, c'est parce qu'on a un parcours communication transversal à toutes les licences. Et puis ce qu'on appelle les MEF second degré, donc c'est des masters qui préparent au métier de l'enseignement et de l'éducation nationale. Et donc on peut préparer ces concours au sein de la faculté. Et là aussi, même principe qu'en licence, à l'intérieur de ces disciplines, vous pouvez prendre des options qui permettent de spécifier un parcours et de spécialiser un parcours. Et puis, si jamais vous prenez goût aux études longues, sachez que nous avons évidemment du doctorat également, et doctorat possible dans l'ensemble des disciplines que nous avons en licence et en master. Alors, l'organisation des études au sein de la faculté en licence, c'est peut-être un peu spécifique par rapport à d'autres universités en Île-de-France. Nous avons fait le choix d'un portail interdisciplinaire de L1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous choisissez par exemple une licence d'anglais, ou une licence d'histoire, ou une licence de géographie. Vous allez bien sûr faire de l'anglais, de l'histoire, de la géographie, mais pas seulement. Vous allez avoir un tronc commun avec tous les autres étudiants. C'est par exemple des TIS, c'est par exemple des langues vivantes, du projet pro, pour vous aider à définir un projet professionnel, de telle sorte qu'il y ait des matières en commun à tous nos étudiants de L1. Et puis également des cours interdisciplinaires, c'est-à-dire que vous aurez des choix. Par exemple, si vous êtes en licence d'histoire, vous aurez un cours d'histoire, mais vous pourrez aussi prendre un cours en philosophie, en géographie, en anglais, en espagnol, en ce que vous voulez. De telle sorte que si jamais il se trouve que vous réalisez en cours d'année que votre choix n'était pas le bon, la réorientation est facilitée, puisque une partie des enseignements sont en commun et parce que vous avez fait un cours dans une autre discipline. Donc, ça vise à la fois une culture générale, à vous former, vous donner une culture générale dans l'ensemble de nos disciplines, mais également faciliter la réorientation sans perte de temps, si jamais votre choix n'était pas le bon au départ. Autrement dit, on vous incite évidemment à bien choisir votre licence en fonction de ce que vous aimez comme discipline au lycée, mais également en fonction de votre projet. Que voulez-vous faire plus tard? Mais si jamais il y avait une erreur, pas de catastrophe, on peut se réorienter très vite. Alors, en plus, quand vous choisissez un parcours, vous pouvez avoir la forme qu'on dit classique, donc avec des enseignements relativement, oui, classiques, je ne trouve pas d'autres mots, excusez-moi, mais aussi un parcours communication, autrement dit, vous avez des cours de la licence de géographie et un module de communication en lieu et place d'une ou deux options de géographie. Et puis, vous avez les parcours Accès Santé, je vais y revenir, c'est le fruit d'une réforme récente assez particulière et qui permet de préparer médecine au sein d'une licence de lettres, d'une licence de philo ou d'une licence de géo. Et puis, à partir, donc ça c'est la L1. Et à partir de la L2,
quel que soit votre parcours, classique, communication, accès santé, vous pouvez en plus choisir des options qui vous permettent d'avoir des parcours plus spécialisés, plus précis, en fonction d'un objectif. Par exemple, si vous voulez préparer les concours de professeurs des écoles ou du CAPES, de l'agrégation, donc des concours de l'enseignement euh, de l'éducation nationale, vous avez des options enseignement premier et second degré. Vous êtes en LLCER et vous êtes très intéressé pour devenir traducteur professionnel, il y a une option traduction. En géographie, vous pouvez vous spécialiser en aménagement environnement, en géomarketing, en géographie sociale. En lettres, en médiation culturelle, en rédaction professionnelle et communication multimédia, etc., etc. En histoire, vous avez une option patrimoine, donc pour former plus spécifiquement des gens qui s'occuperont du patrimoine par la suite, ou au contraire, plutôt dans l'administration, où il y a, par exemple, des fonctions d'archivage extrêmement importantes et qui sont souvent occupées par des historiens qui sont formés à ce type de métier. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de double licence, donc nous en avons 7. Alors, une double licence, c'est des parcours très exigeants, puisque cela suppose de faire 150% en fait des enseignements par rapport à une licence normale. Et à la fin du cursus, vous êtes bien délivré, si vous réussissez, 2 licences en même temps, c'est-à-dire 2 fois 180 ECTS. Alors, ça suppose effectivement une certaine force de travail, ce sont des parcours sélectifs. Alors, en LLCER, en allemand et anglais, donc ça suppose d'avoir fait de l'allemand et de l'anglais. Et puis, 6 autres parcours à base d'histoire, donc une licence d'histoire et une licence d'allemand, ou une licence d'anglais, ou une licence d'espagnol, ou une licence de géographie, une licence de lettres, ou une licence de philosophie. Alors, pourquoi ces doubles licences? Ça permet, par exemple, l'histoire-géographie permet de bien préparer le CAPES, où il y a une valence histoire et une valence géographie, mais aussi d'autres concours, comme les concours de sciences politiques. D'ailleurs, à partir de la L2, il y a la possibilité de suivre un cursus histoire-sciences politiques. C'est important, même si ça, vous ne le trouverez pas directement sur Parcoursup. Mais c'est une option qui existe à partir de la L2. Donc, ce sont des cursus exigeants et qui, pour arriver à suivre de licence en une, ça suppose vraiment beaucoup de travail, d'où des parcours sélectifs et assez exigeants. Également, nous avons donc des licences, ce qu'on appelle des LAS, des licences d'accès à la santé. Alors, depuis 2019, une réforme prévoit une refonte complète de la formation des personnels de santé en France. Alors, des médecins, mais aussi des sages-femmes, des kinés, des dentistes, des pharmaciens, etc. Il s'agit à la fois de diversifier les voies d'accès aux études de santé, autrement dit, considérer qu'il n'y a pas que les sciences qui forment des médecins, mais un bon philosophe peut aussi faire un bon médecin. Alors, évidemment, avec des formations en santé ad hoc, hein, ce n'est pas que des enseignements en philosophie, en géographie ou en lettres. Il y a également de nouveaux métiers, et on le voit bien dans la crise actuelle. On a besoin aujourd'hui peut-être de renforcer en France le domaine de la santé publique. Et la santé publique, l'épidémiologie, par exemple, la géographie en fait partie. Et un certain nombre d'outils utilisés en géographie peuvent être extrêmement précieux pour modéliser des épidémies et leur diffusion géographique, notamment sur le territoire. Donc, un certain nombre de places en médecine, dans le cursus de médecine tel qu'il est connu aujourd'hui, sont aujourd'hui contingentées pour un accès depuis des licences autres que santé. Alors bien sûr, par exemple, une licence de biologie, mais aussi des licences d'économie, de gestion, et en l'occurrence, dans notre faculté, une licence de géographie, une licence de philosophie, une licence de lettres. Donc, ces licences sont bien des licences de géographie, de philosophie et de lettres, mais vous avez des enseignements de préparation à la santé qui permettent, si on obtient de bonnes notes, d'intégrer le parcours pour devenir finalement médecin, sage-femme, kiné, dentiste ou pharmacien. Et si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On a dans la faculté des masters
qui sont en lien avec la santé, notamment en philosophie, le master humanité médicale, ou en géographie, territoire, ville, santé, qui forment notamment au métier de la santé publique. Alors, les plus de la faculté, donc voilà l'ensemble de nos formations. Alors là aussi, peut-être devrais-je dire que ce sont des parcours quand même assez exigeants, puisqu'on demande à la fois d'avoir de bonnes notes en géographie, en philosophie ou en lettres, mais également de bonnes notes dans le module santé, ce qui suppose forcément de faire un peu de mathématiques, un peu de biologie, etc. Alors, l'ensemble de ces formations s'insère donc dans un ensemble qu'on appelle une faculté et qui présente un certain nombre d'avantages. Là aussi, je vais quand même essayer de vous démontrer que cette faculté présente des plus par rapport à d'autres que l'on peut trouver en Île-de-France. Alors, l'avantage d'une faculté de lettres, langues et sciences humaines, vous avez compris, c'est que finalement, on regroupe dans un ensemble des disciplines différentes, des spécialistes de disciplines différentes, et donc on peut proposer une interdisciplinarité forte, ce qui permet de proposer des doubles licences où on organise l'emploi du temps de telle sorte que vous pouvez réellement suivre tous les cours, parce que des doubles licences, il en existe ailleurs, mais souvent les étudiants doivent se débrouiller, quitte à ne pas suivre certains cours, ce qui nous semble, nous, dommageable. Interdisciplinarité forte, ça veut dire qu'il y a des facilités de réorientation en cas de difficulté, puisque vous passez d'une licence d'anglais à une licence d'histoire, vous ne changez pas de faculté. Et donc, ça présente un certain nombre de facilités. Vous avez également un encadrement par les responsables d'année. Donc, chaque année, en licence, en master, vous avez un enseignant référent qui vous suit plus particulièrement. Nous avons également, comme nous avons beaucoup de spécialistes de LLCER et LEA, nous avons la possibilité de proposer beaucoup de langues vivantes, et notamment le fait d'avoir 2 langues vivantes en L1 et que vous pouvez poursuivre, si vous le souhaitez, après, en L2, L3, mais également des langues anciennes comme le latin et le grec. C'est aussi une faculté des lettres, langues et sciences humaines où on a parfois l'image de vieux croutons qui écrivent encore à la plume d'oie. C'est faux. Nous sommes une faculté à l'heure du numérique. Nous avons énormément de supports de cours en numérique. Alors, cette année, bien entendu, mais c'était vrai les années précédentes. Des vidéoprojecteurs dans chaque salle, des salles informatiques régulièrement rénovées. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup des formations en lettres, notamment, se font sur ordinateur. Alors, pas à distance, en présentiel, mais sur ordinateur et avec une pédagogie adaptée. Nous sommes aussi une faculté très internationalisée. Nous avons plus de 130 accords dans le monde. Vous voyez une carte là rapidement de l'ensemble des accords que nous pouvons avoir. Alors évidemment, ce n'est pas un accord avec la totalité du pays, c'est avec certaines universités de ces pays qui sont colorées et que vous avez sous les yeux. Simplement, les universités sont trop nombreuses pour les représenter sur la carte, donc les possibilités de départ à l'étranger sont vraiment facilitées. Si vous envisagez un séjour à l'étranger, vous avez la quasi-certitude, si vous avez de bons résultats évidemment, de pouvoir partir. 100% des étudiants qui souhaitent partir et qui ont le niveau pour partir partent. Y compris d'ailleurs, vous remarquez que sur cette carte, le Royaume-Uni fait encore partie d'Erasmus, c'est faux, vous le savez, depuis le 1er janvier, la Grande-Bretagne est malheureusement sortie d'Erasmus+. Néanmoins, nous avons quand même des accords et nous sommes en train de transformer ces accords Erasmus+, en d'autres formes d'accords, mais qui fonctionnent de la même façon, pour continuer à aller en Grande-Bretagne. Nous avons notamment un accord, par exemple, avec Cambridge, mais nous avons aussi des accords prestigieux avec des universités aux États-Unis, en Chine et en Argentine notamment, parmi les meilleurs du pays, à l'image de Cambridge en Grande-Bretagne. Nous avons également des codiplomations. Par exemple, ici, il s'agit de Catane, que ce soit de Galatasaray, par exemple, à Istanbul, que ce soit à Budapest ou encore à Brno en République tchèque. Donc des codiplomations, nous avons aussi en géographie par exemple une codiplomation en licence avec Chicoutimi au Canada, qui est au nord donc, du Québec.
Donc un certain nombre de co-diplomations, c'est-à-dire qu'au sein d'un diplôme, il y aura un semestre ou un an passé à l'étranger et qui permet d'obtenir le diplôme de l'université étrangère et le diplôme en France. Il s'agit bien donc d'une co-diplomation grâce à une circulation entre les deux universités au cours du cursus. Nous avons également développé une pédagogie de projet, notamment autour d'un événement qu'on appelle les L de la nuit. Alors, malheureusement, le Covid a réduit à néant les 2 dernières éditions, mais nous comptons bien reprendre l'année prochaine, qui permet finalement à des étudiants d'exprimer des activités culturelles et artistiques, mais retravaillées dans les cours et comme le résultat de cours. Et donc, on travaille tout le semestre dans certains cours, une pièce de théâtre ou, vous le voyez, un atelier de copie, c'était en littérature médiévale, apprendre à faire des enluminures. Alors évidemment, tout le cours n'a pas été dédié à faire des enluminures, mais ça a fait partie du cours à partir de l'analyse d'enluminures médiévales, savoir les refaire de manière ludique un jour, en fin de journée, puisque ça se déroule sur une soirée tout entière jusqu'à minuit. Et les étudiants présentent finalement le fruit de leur travail. Vous pouvez aussi avoir des concerts. Vous voyez que là, il s'agit à la fois d'enseignants et d'étudiants, donc aussi un autre rapport dans ce type de pédagogie entre enseignants et étudiants. Vous voyez là aussi une chorale d'historiens, un karaoké d'historiens avec évidemment une recherche sur les textes, sur l'analyse des textes chantés et des chants historiques, mais également un travail archéologique, quasi-archéologique, pour retrouver finalement les partitions de l'époque et comment était jouée la musique à l'époque. Également, quelque chose qui se fait tous les ans, un tournoi de joutes philosophiques où s'affrontent une équipe de philosophes et une équipe de juristes. Les philosophes ont remporté les 2 dernières éditions, nous sommes très fiers. Également, dans cette faculté, une vraie réflexion sur la pédagogie. Nous organisons tous les ans des journées pédagogiques où il s'agit, entre enseignants, de réfléchir à la manière dont on enseigne. Autrement dit, on se soucie réellement de vous. Nous sommes des enseignants et des enseignants-chercheurs. Ça veut dire que nous faisons aussi de la recherche et nous ne nous occupons pas que d'enseignement. Mais il y a une tradition dans cette faculté de ne pas oublier l'enseignement et de réellement travailler cette partie de notre métier, d'avoir des échanges de pratiques, d'avoir des réflexions, de regarder ce qui se fait ailleurs et d'en tirer le meilleur parti. Également, nous avons, et c'est sans doute le résultat de cette réflexion et de cette tradition pédagogique dans la faculté des lettres, langues et sciences humaines de l'UPEC, des formations régulièrement primées. Le master littérature, discours, francophonie, qui est un master de lettres, est classé parmi les 10 meilleurs en France par le journal L'Étudiant. Nous avons eu aussi le master territoire fil santé, dont je vous ai déjà parlé et qui est accessible après une LAS notamment, mais aussi une licence de géographie tout court, a été primé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour sa pédagogie innovante. Également, et c'est important, un certain nombre de manifestations sont dédiées aux étudiants, par exemple les masteriales. Au milieu de la licence, de la 3e année de licence, au moment où vous posez généralement des questions sur la poursuite d'études, on banalise une après-midi où on vous donne de l'information sur la poursuite d'études, sur les masters. Donc là, vous avez des images d'une édition antérieure où on rassemble tous les étudiants, alors d'abord dans un plénier pour leur donner quelques informations pendant 3/4 d'heure, et puis après des stands, une sorte de JPO en interne, si vous voulez, pour les masters, qui sont organisés de telle sorte que vous puissiez avoir le maximum d'informations sur la poursuite d'études en master d'une manière générale, dans la faculté si possible. J'en viens enfin, et les masteriales, c'est-à-dire le choix d'un master, m'amène tout naturellement à vous parler des débouchés professionnels. Là aussi, je veux tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur les études en lettres, langues et sciences humaines qui ne prépareraient qu'au concours de l'enseignement ou à être intermittent ou chômeur. C'est totalement faux. Alors, nous préparons bien au concours de l'enseignement de l'éducation nationale, nous préparons aussi au doctorat, autrement dit, à pouvoir enseigner à l'université, à devenir enseignant-chercheur. Et je recommande ces métiers, ce sont de très beaux métiers et je suis très fière de l'exercer. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls débouchés, et loin de là, et j'espère pouvoir vous le démontrer.
Alors, le ministère de l'enseignement supérieur, l'université et les formations font des enquêtes de suivi d'insertion professionnelle. Ça fait aujourd'hui partie des missions de l'université. Et on voit que dans la faculté, après une licence professionnelle ou des parcours de L3 plus professionnalisants, comme médiation culturelle en lettres ou rédaction professionnelle et communication multimédia, toujours du parcours lettres, on se rend compte qu'on a un taux d'insertion de 80 à 100% dès la fin de la formation. C'est-à-dire qu'on a parfois dans certaines LP 100% des étudiants qui sont en emploi à la fin de la formation. Ils ne sont pas sitôt diplômés qu'ils ont déjà une promesse d'embauche, souvent là où ils ont fait leur stage ou leur contrat d'alternance. Donc ce sont plutôt des emplois en licence professionnelle de cadre intermédiaire, d'assistant technique, mais qui sont quand même très efficaces. Le DOST que nous venons de monter aura sans doute une insertion professionnelle relativement importante, mais dans la mesure où nous n'avons pas encore de diplômés, nous ne pouvons pas vous donner de chiffres sûrs et certains. Donc un DOST bureautique et communication multimédia. Après un master, nos taux d'insertion, que ce soit en CDD ou en CDI, à part égale, et c'est important et c'est quand même relativement rare d'avoir la moitié des étudiants en CDI à la fin de leur diplomation. Le taux d'insertion, alors, peut être très variable à la fin de la formation, mais on peut aller jusqu'à 2/3 des étudiants en emploi en langue étrangère appliquée notamment. À 18 mois, on est entre 77%, donc 18 mois après avoir obtenu son diplôme. Souvent le temps d'ailleurs de finir un stage commencé durant le diplôme, de 77 à 98% de taux d'insertion. Et à 30 mois, on a de 80 à 98% de taux d'insertion. Donc penser qu'on est chômeur à la fin d'une fac de lettres, c'est faux. C'est faux et c'est totalement faux. 30 mois après un master en LSH, on a regardé d'un peu plus près ce que devenaient nos étudiants, et cette fois-ci de manière plus qualitative. Donc, on a 4 diplômés sur 5 qui ont un emploi de cadre ou de niveau ingénieur, stable et à plein temps. Parce que ça aussi, c'est important. On peut avoir des filières qui ont des insertions très élevées, mais si c'est pour être à mi-temps dans des CDD courts avec un salaire faible, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc là, en l'occurrence, l'emploi à 30 mois est solide et souvent précédé d'une petite période de CDD et qui débouche très vite en général sur des CDI. Le salaire médian brut oscille, alors c'est très variable selon les filières, mais entre 1540 et 1800, sachant que le revenu médian brut en France est dans cette fourchette-là, aux alentours de 1800 euros. Et dans certaines filières, on déplace assez largement de 1200 euros, tout ça en tout début de carrière, bien entendu, en entrée de carrière, et ça peut progresser relativement vite. Là, c'est vraiment les revenus au moment de l'emploi, c'est le salaire d'embauche, si vous préférez. Autre idée reçue auquel on peut tordre le cou, les types d'employeurs. Beaucoup de gens sont persuadés qu'après une faculté de lettres, langues et sciences humaines, on travaille essentiellement dans la fonction publique. Eh bien non. Nos étudiants, selon les filières, sont employés dans la fonction publique, mais que de 20 à 40%. Donc c'est minoritaire. C'est essentiellement dans des entreprises privées, de 40 à 65% qu'ils travaillent. En association, environ 15%, et en auto-entrepreneuriat ou profession libérale, moins de 5%. Ce sont en général des métiers très spécifiques. Quels sont les secteurs d'activité où travaillent aujourd'hui nos anciens étudiants, puisqu'on a des réseaux d'anciens étudiants, donc c'est les secteurs où d'anciens étudiants de la faculté travaillent réellement. Donc, on a tout le secteur, évidemment, de l'enseignement et de l'éducation. Encore une fois, ça c'est vrai et on le maintient et avec plaisir. Mais on a aussi d'autres concours administratifs qui ne sont pas forcément ceux de l'enseignement. Et il y a de multiples concours des corps de la fonction publique. On a également beaucoup d'étudiants qui travaillent dans les métiers du livre, dans le documentaire, dans les bibliothèques, dans les archives, dans le journalisme, la communication, la web rédaction, les médias, par exemple des métiers comme community manager. Dans les métiers de l'urbanisme, de l'aménagement, auprès de collectivités locales, que ce soit de la fonction publique territoriale ou non.
Dans le commerce, c'est les affaires internationales, dans le transport, l'import-export, y compris des plateformes logistiques, par exemple, et tout ce qui relève de la supply chain internationale. Dans le domaine de la rédaction, de la traduction, de l'interprétariat, dans le domaine de l'action sociale et de la santé, et également dans le domaine de la médiation culturelle, de l'animation et du tourisme. Donc, vous voyez des secteurs extrêmement larges, sachant qu'une étude récente a montré que le milieu de la culture produit plus de bénéfices que le secteur automobile. Autrement dit, penser que la culture n'est pas un secteur économique d'avenir, là aussi est une erreur, même si en ce moment il est malheureusement un petit peu à l'arrêt. C'est un secteur qui est extrêmement dynamique et qui produit énormément. Voilà quelques-uns de nos partenaires. Donc, on appelle partenaires à la fois des gens qui peuvent nous soutenir financièrement, mais également des entreprises qui accueillent des étudiants, que ce soit en stage ou en alternance, ou qui embauchent, et souvent qui embauchent nos étudiants à la fin de leur diplomation. Alors, vous voyez à la fois des institutions publiques comme le département du Val-de-Marne, des choses qui peuvent sans doute vous paraître logiques comme des maisons d'édition comme Hachette ou encore des organismes de presse comme Télérama ou TF1, mais vous voyez qu'on a aussi des étudiants engagés chez Renault, chez Engie, à la Société Générale, à la Bred, dans le groupe Publicis, chez Louis Vuitton, à la BNP. Et il ne s'agit pas forcément que de gens qui, en langue étrangère appliquée, ont fait de la comptabilité. Par exemple, Renault ou BNP engagent régulièrement des historiens parce qu'ils ont absolument besoin d'archivistes bien formés pour les archives de l'entreprise. Donc voilà un certain nombre de partenaires et vous voyez qu'on peut donc former vers des entreprises qu'on n'attendrait pas forcément dans une faculté des lettres, comme par exemple Renault. Voilà également sur l'ensemble de nos formations et donc des métiers qui sont réellement exercés à ce jour par d'anciens étudiants de la faculté. Donc, on a mis les noms de ces métiers en face du diplôme suivi, enfin du champ disciplinaire du diplôme suivi, pour avoir une petite idée de ce à quoi ça correspond. Et vous voyez que quelle que soit la discipline choisie, vous avez des métiers en face. Et vous voyez donc la variété des métiers qu'on peut trouver, de chargé de mission patrimoine à project manager, traducteur, interprète, expert en bioéthique, rédacteur en ligne, community manager, technicien des métiers de l'image et du son, chef de projet de système d'information géographique, statisticien, responsable d'import-export. Tout ça sont des métiers aujourd'hui exercés par d'anciens étudiants. Et puis parfois, notre faculté peut mener même jusqu'aux Oscars, puisqu'une étudiante du parcours qui s'appelait Histoire et Médias et qui s'appelle aussi aujourd'hui Histoire et métier de l'audiovisuel, non, du son, de l'image et du son, pardon, métier de l'image et du son, a été engagée en stage pour être stagiaire documentaliste sur un documentaire qui s'appelle I'm Not Your Negro. Elle a tellement bien travaillé qu'elle a été embauchée définitivement sur ce documentaire à l'issue de son stage. Et l'équipe des documentalistes de ce moyen-métrage ont été nominés aux Oscars. Et donc, elle a fait partie du voyage à Los Angeles. Malheureusement, ils n'ont pas reçu l'Oscar, mais ont été néanmoins nominés. C'est montrer aussi quand même l'excellence d'un certain nombre de nos formations, voire de toutes nos formations. Il y a de très, très belles réussites. Et ça, j'insiste aussi là-dessus. On a parfois l'image d'une université en banlieue et de banlieue. Ce ne sont pas des études au rabais, bien au contraire. Ce sont vraiment des études d'excellence qui vous sont proposées. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous avez également le site web de la faculté, dont vous avez l'adresse, donc llsh.u-pec.fr. Mais si vous tapez sur Google Faculté des lettres, langues et sciences humaines, UPEC, vous trouverez également. Et vous trouverez, notamment dans la partie formation, mais aussi si vous cliquez sur département,
Vous trouverez, ben, les équipes pédagogiques. Vous pourrez aller voir, ben, les enseignants dont je vous ai parlé et voir qu'effectivement ce sont des gens, très brillants. Mais également, vous pourrez trouver des témoignages d'étudiants actuels, et également d'anciens étudiants, si cela vous intéresse. Donc je vous enjoins également d'aller, sur ce site web. Voilà, j'espère pouvoir un jour vous souhaiter la bienvenue en lettres, langues et sciences humaines et vous avoir convaincu, qu'il y a un environnement de travail, un environnement d'études et des formations proposées qui débouchent sur de réels métiers. Et donc, il ne s'agit pas de venir faire des études pour des études, mais bien, de construire votre propre trajectoire, de construire, votre future vie. À 18 ans, à 20 ans, il est parfois normal, hein, de ne pas savoir ce que vous voulez faire. Nous pouvons vous y aider et si jamais vous vous trompez, pouvoir réaiguiller, pouvoir, réorienter, de façon à ce que vous construisiez votre parcours au fur et à mesure et que, notre vœu le plus cher est que vous soyez un jour, autonome et en emploi, heureux.